Recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tribune des décideurs. Chaque lundi, 12h30, 13h, une demi-heure pour poser toutes vos questions en direct aux grands acteurs économiques que nous avons le plaisir de recevoir. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit de Vincent Rouex. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. À mes côtés, on retrouve avec joie Philippe Mabille de la Tribune, notre partenaire. Bonjour Philippe. Bonjour. Vincent Rouex, vous êtes PDG donc depuis 2009 de GFI Informatique, une SS2I, on dit ESN maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous avez 55 ans, diplômé d'études d'ingénieur, un parcours d'entrepreneur, vous avez créé et développé 2 entreprises avant de diriger donc GFI. On va commencer par recueillir vos impressions sur la marche de l'économie en général et de la France en particulier. C'est la rubrique commentée. Quels sont vos commentaires donc, sur cette actualité riche avec, pour commencer, ce cri d'alarme des patrons? 8 organisations patronales décident d'alerter François Hollande et Manuel Valls en personne en leur disant « bon, les discours ça va, maintenant il faut passer aux actes ». Je crois que je suis assez aligné avec cette vision puisque le discours qu'on avait pu entendre début janvier de la part du président et du Premier ministre était tout à fait en ligne avec nos attentes. Mais effectivement, depuis janvier, on n'a pas eu de mesures concrètes venir agrémenter et appuyer ce discours. Donc il est maintenant nécessaire et important. Et la vision qu'on a aujourd'hui à travers nos grands clients et les PME que nous informatisons contribuent vraiment à soutenir ce cri d'alarme. Il est important aujourd'hui de passer au concret. Elles ne vont pas bien, les PME, là ? Les investissements sont pratiquement inexistants, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais autant nous avons des relais de croissance sur des grands comptes internationaux, et la chance que nous avons en France, c'est de disposer d'une industrie internationale ou de grands comptes qui ont une position internationale assez forte. Par contre, effectivement, tout ce qui concerne les grandes PME sont depuis maintenant de nombreux trimestres dans une situation d'investissement quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire que pour vous, cette radicalisation du discours patronal avec François Hollande traduit une exaspération plutôt de la base. Et est-ce que cette méthode n'est pas un peu risquée alors que le gouvernement tente de convaincre beaucoup de gens réticents à gauche, on les appelle les frondeurs, justement d'avancer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit contre-productif, même si on comprend qu'il y a une exaspération? C'est toujours un risque. Enfin, je ne pense pas que ce soit une exaspération, c'est un cri d'alerte. Et aujourd'hui, le terrain que nous représentons remonte cette vision. Si j'étais au Portugal la semaine dernière, nous avons une filiale importante. Si vous regardez en Espagne, les mesures qui ont été prises sont en total décalage avec les mesures concrètes qui sont absentes aujourd'hui. Donc effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, le gouvernement, je pense, lutte entre des effets divergents, mais il est important de remonter cette image-là, puisque c'est une vraie réalité, et les conséquences sur les indicateurs qu'on a vus en fin de semaine dernière sont très pratiques. Mais il n'y a pas un côté un peu cœur des pleureuses, quand même, du MEDEF qui se plaint tout le temps, alors que la population souffre aussi, qu'on va leur donner 30 milliards d'euros. Alors certes, il y a des débats sur la forme. Finalement, le cri, il porte sur quoi? C'est il faut agir plus vite par rapport au rythme qui est annoncé. Il faut prendre des mesures concrètes pour plus de flexibilité. Et nous sommes bien sûr un acteur important, nous, à notre petite échelle. Nous embauchons à peu près 1200, 1300 personnes par an en France, donc un acteur économique. Vous avez ralenti le rythme justement de ces embauches? Nous continuons à essayer de maintenir ce rythme, mais c'est une performance que nous devons à nos grands comptes qui ont une dynamique forte. Mais il est clair que si l'environnement était plus favorable en termes de flexibilité, de souplesse, nous aurions une capacité à investir beaucoup plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau d'une société comme GFI Informatique, et je pense de tout le secteur, nous sommes aussi très prudents pour développer ces investissements en France. Nous avons pris une stratégie un peu atypique, puisque nous développons en France et nous faisons de la croissance. Donc on a cette volonté fondamentale. Arnaud Montebourg aussi s'exprime, Philippe. Il veut une loi sur la croissance. Il a annoncé hier qu'il voulait prononcer le 10 juillet. Donc juste avant le 14, la nuance est importante, juste avant peut-être que le président s'exprime, quoiqu'il ne s'exprime plus beaucoup le 14 juillet, le président, mais il veut prononcer un discours de politique générale économique et annonce pour la rentrée un grand plan pour la croissance de la France. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire qui devrait faire justement d'urgence? Ma première réaction
a été de vouloir publier mon budget auprès de mes actionnaires. Je pense que ça serait une bonne chose. Donc, je pense que effectivement la croissance ne se décrète pas et le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place l'environnement pour favoriser la croissance. Et c'est d'ailleurs le message qui a été diffusé la semaine dernière. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on peut se poser la question sur, je dirais, la légitimité de ce discours, mais il est surtout fondamental de ne pas rester dans la posture, mais plutôt de passer dans l'action concrète qui vont favoriser. Quel est votre avis sur l'action d'Arnaud Montebourg comme ministre de l'économie? Puisque là, aujourd'hui, c'est quand même lui qui a les manettes de l'économie française. Il intervient même quand il y a des opérations comme celle de General Electric sur Alstom. Il fait intervenir l'État qui prend 20% du capital. Est-ce que on a l'impression que les patrons sont un peu hésitants à l'égard d'Arnaud Montebourg? Certains l'aiment beaucoup, trouvent que son énergie est positive, et d'autres sont plus circonspects. Il est clair qu'une des grandes qualités qu'il a, c'est cette énergie, mais je pense que l'énergie devrait être plutôt consacrée à mettre en œuvre cet environnement global qui va favoriser le développement, favoriser la croissance, favoriser la venue d'investisseurs étrangers, et pas uniquement se focaliser sur des problématiques locales identifiées, qui doivent être, et d'un interventionnisme un peu trop public et visible vis-à-vis de l'étranger, qui est un peu négatif. Au final, c'est contre-productif ou c'est productif cet interventionnisme vis-à-vis de nos partenaires étrangers, des investisseurs potentiels? Notre vision, nous, à notre petite échelle, on n'est pas un acteur mondial, mais la vision que nous avons aujourd'hui chez les investisseurs, c'est que c'est plutôt une vision négative. Effectivement, d'un côté, on pressurise les créateurs d'emplois et de l'autre côté, on fait fuir les investisseurs. Il y a une contradiction, d'après vous, entre une la contradiction, réalité mais je dirais qu'on est dans le discours, quotidien. C'est donc on a le discours est surtout lié sur des opérations de communication pour sauver quelques sujets intéressants. Allez, on va passer à notre rubrique consacrée à votre business et votre business model à GFI. C'est la rubrique partagée. Partager avec ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui participent aussi pour mieux comprendre en effet votre business model. Une première question qui est liée à l'actualité aussi. BNP, c'est votre plus grand client, 55 millions de facturation chaque année. Ils viennent de se faire taper sur les doigts par la justice américaine. Est-ce que ça risque de retomber sur votre carnet de commandes? C'est un sujet préoccupant puisque la conviction profonde que j'ai, c'est qu'effectivement ce genre d'événement ou ce genre, je dirais, de pénalité va globalement impacter l'activité du groupe. Je crois que ce sont des événements marquants pour une société, quelles qu'en soient les raisons et son jugement de valeur, et qu'effectivement les mesures qui vont être prises en interne vont, je dirais, à la fois pour les actionnaires, mais aussi pour, je dirais, l'économie sous-jacente, vont être négatives. Et c'est pour nous un sujet fondamental. Donc vous êtes inquiet sur... Je pense qu'effectivement, l'accélération de la recherche d'économie et les conséquences de ce genre d'opération vont être assez négatives pour l'environnement. La recherche d'économie, c'est un mot-clé pour vos clients en ce moment. Clairement, aujourd'hui, notre marché se dissocie d'un côté des grands comptes ou globalement l'économie qui cherche à mieux produire leur énergie informatique, je veux dire de façon globale, donc chercher des économies et mutualiser les back-office, et de l'autre côté des investissements sur le digital, puisqu'aujourd'hui cette transformation digitale, elle est dans tous les secteurs, elle est fondamentale, et c'est le challenge que nous relevons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle d'ESN, entreprise de services numériques, et plus de SS2I, société de services d'ingénierie et d'informatique. Exactement, ce changement de nom qui a été voulu par le Syntec, nous l'appelons de nos voeux, puisque notre métier est en train de se modifier complètement, à la fois dans notre capacité à traiter les opérations, avec des conséquences sur nos organisations, mais aussi sur le marché de nos clients, la vision qu'ont nos clients aujourd'hui. Alors, question d'internaute. Maxwell, 3 achats d'entreprise cette année, jusqu'où ira l'ogre GFI? Est-ce que vous êtes un ogre? Vous voyez comme Gargantua? Non, je ne crois pas. Il y a quelques grosses opérations dont on fait partie. Clairement, aujourd'hui, la croissance externe est venue accélérer notre plan stratégique. Nous n'avons pas compensé un déficit de croissance organique, comme je l'ai dit, et pour nous, c'était fondamental. Mais la rapidité de positionnement chez nos grands clients avec des volumes importants pour devenir un partenaire industriel, et de l'autre côté, la capacité d'investissement sur le digital, à travers le cloud, le BI, le big data, tous ces sujets dont vous en avez parlé, la vitesse et la capacité à œuvrer rapidement, à monter en puissance est un élément indispensable. On vient de voir le cours de bourse de GFI Informatique flamber, en tout cas augmenter fortement par rapport à il y a un an. Et donc, est-ce que ça traduit selon vous quoi, un mouvement de spéculation sur un changement d'actionnariat, sur
une volonté? Est-ce que vous vous sentez comme une cible? Est-ce que vous vous sentez regardé dans un mouvement de concentration? Oui, on le voit bien. Je dirais que d'abord, je pense que c'est de la reconnaissance du travail qui a été fait, puisque depuis 13 trimestres, j'espère 14, nous délivrons de la croissance organique d'un marché qui est quand même assez chahuté, et le volume d'opérations que nous avons en France, je rappelle, nous allons faire en proforma 700 millions, nous situe dans les grands acteurs qui ont plutôt des difficultés de croissance organique. Donc ça vient effectivement récompenser ce travail, des valorisations qui, somme toute, reviennent à des cours que nous estimons normaux. Mais je crois effectivement que la spéculation est aussi sur le secteur un élément important, puisque vous avez vu quelques grandes opérations. Le bon Sopra, Atos, Bull. Le bon côté, c'est quand on spécule sur vous, c'est que je dirais c'est valorisant. Donc ça veut dire que notre dynamique est un peu intéressée. Est-ce qu'il pourrait y avoir des changements d'actionnariat possibles? Vous avez des fonds à votre capital? Ça fait combien de temps qu'ils sont chez vous à Pax? Depuis 2008. Je crois qu'aujourd'hui, la vision que nous en avons, c'est que notre plan stratégique se déroule de façon nominale. Nous allons atteindre cette taille critique en France que nous appelions de nos voeux pour repartir sur une stratégie plus européenne, internationale pour nous étant européen ou sur l'Afrique. Nous avons des vrais sujets. Et à partir de là, tout est envisageable pour accompagner ce mouvement. Mais la continuité de notre capital est aussi un sujet que nous partageons avec nos actionnaires. Une question de Marie, une start-up peut-elle faire appel à vous pour développer son activité? Bien sûr, pour répondre à cette transformation digitale, nous avons initié depuis 2009 une stratégie basée sur l'innovation qui vient de nos partenaires, de nos équipes, mais aussi un programme Connect and Develop qui vise à favoriser l'émergence de start-up technologiques auprès de nos grands comptes, puisque ces start-up ont une difficulté à accéder à ces marchés. C'est pas difficile de faire cohabiter deux métiers, finalement, ce métier de recherche d'économie, back-office, un peu traditionnel, et puis ces nouveaux métiers émergents? C'est le challenge que nous relevons, et nous pensons qu'à la fois la dynamique managériale au sein de notre groupe, l'organisation que nous avons mis en œuvre, et la taille que nous avons, nous permet de conjuguer ces deux mondes, ne pas être un petit, je ne citerai pas les noms de nos confrères, des confrères internationaux, qui sont d'ailleurs plus nos partenaires, mais plutôt être capable de manager auprès de nos clients cette intimité qui est fondamentale, avec l'industrialisation, qui est le socle de notre croissance, qui répond aux problématiques d'optimisation, et puis l'innovation pour porter le digital. Et c'est le challenge que nous relevons aujourd'hui, et qui d'ailleurs est transcrit dans la dynamique de croissance et d'amélioration de nos marges. C'est la mode des réflexions prospectives. Il vient d'en avoir un sur la France de dans 10 ans, qui a été remis à François Hollande. Il y a une grosse partie sur l'effet de rattrapage de la France dans l'économie numérique, notamment. Si vous travaillez dans cette réflexion, justement, pour GFI Informatique, comment est-ce que vous voyez le groupe évoluer d'ici, admettons, 10 ans, dans un environnement, effectivement, où ça change à toute vitesse et où il faut essayer de deviner quels vont être les nouveaux business de demain? Bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions, mais nous pensons, et la vision que nous en avons, c'est que les ESN seront toujours présentes sur deux sujets. Le premier qui est cette proximité, puisque l'avènement du cloud, du digital, va avoir des conséquences chez nos clients en termes de zapping, de changement de fournisseurs qui seront beaucoup plus considérables, et la possibilité d'un groupe comme le nôtre de se positionner comme intermédiaire vis-à-vis des grands offreurs restera un élément fondamental. Et de l'autre côté, pousser de plus en plus de solutions industrielles pour porter des solutions métiers. Et c'est aujourd'hui, GFI délivre plus de 100 millions d'euros dans des solutions métiers dédiées au monde de l'assurance, des collectivités locales, au monde de la finance, des utilities. Et nous venons de lancer par exemple des solutions pour les collectivités locales en mode cloud, de façon à délivrer des opérations de mobilité pour les mairies, au niveau des élus, des agents, des citoyens. Alors, proximité aussi avec les internautes qui nous écoutent et qui posent des questions. Alors, vous allez le voir, ça n'a rien à voir, mais c'est une question quand même qui intéresse Mathieu. Est-ce que GFI Informatique compte sponsoriser de nouveau des équipes sportives, comme en 2012 avec le PSG Handball? Il y a des amateurs de sport qui regardent là. Mais écoutez, le Paris Saint-Germain Handball, puisqu'on dit Paris Saint-Germain maintenant, est un élément important pour nous, puisque nous avons considéré que ce sport et la marque associée à ce sport, qui était tout à fait valorisante pour nous, venait concrétiser l'ensemble des valeurs que nous portions. On est dans un sport d'équipe où les valeurs que nous partageons d'ambition, puisque le club est ambitieux, mais aussi d'esprit d'équipe, collaboratif, étaient tout à fait intéressantes. Il y a un lien avec le Qatar ou là c'est complètement séparé? Non, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, globalement, je peux en faire la promo, mais une vision globale avec une équipe administrative autour de Jean-Claude Blanc qui est tout à fait intégrée, donc avec une dynamique football, une dynamique handball. Et donc on bénéficie bien évidemment chez GFI de cette marque qui nous permet de faire un certain nombre d'événements, mais surtout d'accueillir nos collaborateurs, nos clients et de cristalliser. Nous discutons, mais je pense que nous allons continuer. Non, c'est quelque chose qui était tout à fait raisonnable. Le PSG,
je ne pourrais pas vous le C'est dire, mais quoi qui était tout raisonnable? à fait à la hauteur, qui n'a rien à voir avec les enjeux qu'on trouve sur les maillots de foot, hein, où nous avons aujourd'hui un retour en interne et auprès de nos clients qui est tout à fait positif. Et d'autres sports sont à l'étude ou vous vous concentrez là sur Non, le on se contente sur ce sport pour effectivement, qui correspond parfaitement aux valeurs que nous développons. Vous avez un pronostic pour le match de la France ce soir? Je vais en donner un, 2-0. Bon, Pour la France, j'imagine. Oui. on ne tire pas contre son camp. Je reviens à cette double fonctionnement, ce double moteur, recherche d'économie qui génère moins de marge et puis les nouveaux métiers qui en génèrent plus. Est-ce que d'un point de vue investisseur, boursier, c'est pas compliqué à faire coexister aussi? Au-delà de l'aspect, on a bien compris, industriel, hein, en disant, bon, on est dans un pied chez des comptes historiques, on connaît leur métier, on peut les accompagner vers ces métiers, mais pour les investisseurs. C'est effectivement pour les investisseurs un sujet qu'il faut expliquer, hein, et ce que nous tentons de leur expliquer, les conséquences sur le cours, hein, c'est que le sujet d'industrialisation, de massification vient alimenter notre position sur le numérique. Hein, et nous considérons qu'aujourd'hui, les succès que nous avons sur le digital, que ce soit sur le e-commerce, l'omni-commerce, le BI, le big data, sont nourris et enrichis par les partenariats et donc la connaissance intime que nous avons du fonctionnement de nos clients. Hein, la taille que nous avons aujourd'hui nous permet de bénéficier de cet effet de levier qu'il faut expliquer aux investisseurs, bien entendu. Sur ce sujet du big data dont on parle beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas une survalorisation de ce que ça peut être? On a quand même beaucoup de mal à concrétiser en termes de business ce que ça représente. Il y a un peu une bulle médiatique sur ce sujet. Est-ce que économiquement, c'est vraiment l'Eldorado qu'on promet? Eldorado, je ne sais pas, mais en tout état de cause, il est clair qu'aujourd'hui, l'avènement des technologies nous amène à une position où les usages aujourd'hui sont en retard par rapport aux possibilités, ce qui est un sujet depuis quelques années que nous n'avons pas vu. Et effectivement, même si aujourd'hui l'économie se cherche sur tous ces thèmes-là, il y a des gisements de croissance et d'utilisation qui sont phénoménaux, mais dans un modèle très différent où la technologie doit être déclinée par usage, et donc la double compétence technologique historique dans les ESN, mais métier, est fondamentale. Il y a peut-être un peu d'exagération sur les valorisations, certainement, mais c'est un sujet pour demain qui est très important. Vous avez du mal à recruter dans ce domaine? Il paraît qu'il y a un problème de formation assez important pour trouver des ingénieurs qui sont data scientists, comme on dit. Exactement. Alors, nous avons effectivement un peu de pression sur ces sujets-là, et l'organisation que nous avons mis en place, où la place du secteur, du métier de nos clients est fondamentale dans notre attaque du marché, hein, nous amène autour de nos solutions métiers, à capitaliser sur le fonctionnel et à former des gens. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la pénurie sur le marché existe, mais la capacité d'une société comme la nôtre à former, à faire évoluer vers ces nouveaux métiers et nos équipes est fondamentale. Est-ce que l'avenir de ces métiers n'est pas purement techno, c'est-à-dire que la valeur ajoutée humaine, les emplois créés, pour être clair, ne vont pas aussi se réduire? Non, je ne crois pas, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, notre courbe de croissance en termes d'effectifs est importante. Et de plus en plus... C'est pas un handicap actuellement d'avoir trop d'effectifs? Non, tout dépend dans quel segment de marché vous êtes. Il est clair qu'aujourd'hui, le développement en back-office est un sujet chahuté par l'offshore, tout le monde le sait. Mais le positionnement de l'industrie française et le positionnement que nous choisissons, c'est de se rapprocher des métiers. Et là, la double compétence technologique, fonctionnelle, connaissance intime pour faire data scientist, pour apporter des solutions opérationnelles auprès des directions marketing, des directions métiers, elle est un élément de croissance important. Oui, il y a une question évidemment importante aussi, c'est les délocalisations, parce que un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que la sous-traitance informatique en Inde va continuer à se développer? Et j'allais dire, vous parliez tout à l'heure de l'Afrique. Est-ce que demain, ça ne va pas être l'Afrique, le nouveau continent? Bien sûr, mais tout dépendra sur quel segment. Nous avons fait un choix, GFI, de ne pas avoir de plateforme offshore, puisque la quasi-totalité de nos clients aujourd'hui sont des clients qui ont plus une question métier, avec une spécificité française, hein, la banque de détail aujourd'hui. C'est dur à traiter. Et donc, voilà, autant nous travaillons avec des partenaires indiens pour des opérations de grande envergure sur des systèmes très processés, autant sur le métier, sur la capacité à mettre en œuvre du digital, de la mobilité, avec une compréhension et une capacité à proposer des solutions à nos clients. Hein. Il ne suffit pas d'acheter les tablettes pour les mettre dans ces agences, c'est encore de proposer des
applicatifs qui vont enrichir le collaborateur des agences ou qui vont permettre d'ouvrir de nouveaux marchés. Et cette capacité nécessite une compréhension fonctionnelle forte. Donc le local restera fort. Et l'Afrique ? L'Afrique, pour nous, est un relais de croissance que nous regardons depuis longtemps à travers le Maroc, où nous sommes présents, mais à travers aussi un certain nombre de grands sujets, puisque, vous le savez, les croissances dans ces pays sont assez importantes. Et pour nous, c'est un relais de croissance assez naturel, puisque nos solutions pour le domaine public, vous savez qu'on est un acteur majeur des collectivités locales et territoriales, sont tout à fait adaptées à ce marché, l'environnement réglementaire aussi, et nous pensons que nous avons une réelle capacité, nous le faisons déjà un peu, à nous développer. Alors je parle sous votre contrôle, mais je crois que vous avez racheté 200 millions de chiffre d'affaires en 2 ans. Vous allez continuer sur ce rythme de 100 millions en moyenne par an? On n'a jamais de rythme, hein. Nous refusons toujours de donner des guidance sur ce sujet-là, pour une simple raison, c'est effectivement, je pense que l'opportunité doit être là pour réaliser une opération. Donc nous sommes un acteur de la consolidation, je le répète, pour prendre des parts de marché plus rapidement ou acquérir des compétences plus rapidement. Nous avons fait l'acquisition en début d'année d'une petite agence de communication digitale qui vient supporter nos prestations dans le e-commerce, dans la mobilité, puisqu'on voit une convergence sur ces sujets. Donc nous resterons bien sûr à l'affût. Question de Martine. Bonjour. Avec l'avènement du nouvel opérateur Free et les futures fusions des existants, quel est votre ressenti sur le marché des télécoms pour les ESN ? Alors, le marché des télécoms est un marché qui est bien sûr chahuté de par son environnement global. C'est des gros clients pour vous ? Oui, Orange est notre deuxième client et nous avons signé il y a une semaine l'outsourcing, donc l'infogérance de Scaltel, un opérateur basque, et donc notre capacité à opérer des centres de services dédiés, nous en ouvrirons avec 200 personnes dans le Pays basque, au profit de ces clients dans cette recherche d'économie est importante. De l'autre côté, nous investissons sur le digital avec des systèmes de facturation que nous vendons dans le monde entier. Donc nous avons quand même un secteur qui est dynamique où le BI et le Big Data sont des sujets majeurs et donc il suffit, pour nous, le challenge de se positionner sur ces relais de croissance. Allez, dernière partie de cette émission, la rubrique J'aime pour mieux vous découvrir. Qu'est-ce qu'aime Vincent Rouex? Alors, dans le désordre. Dans le désordre, les projets industriels, c'est effectivement ce qui me fait vibrer. Et au-delà ma famille. J'ai 6 enfants et je crois que les valeurs qu'on peut, je dirais, instiller dans sa famille et dans l'entreprise doivent être en ligne. Je crois à l'alignement de ces valeurs dans sa vie personnelle et professionnelle. Et bien sûr le sport, même si je ne suis pas un passionné de football. De handball, on a compris. Vous êtes entrepreneur à l'origine, on l'a dit brièvement dans l'introduction. Ouais. Vous avez créé des sociétés. Est-ce que c'est la même chose quand on se retrouve à la tête d'un gros paquebot comme GFI et qu'on a finalement plus de comptes à rendre ? Je crois qu'on a toujours, que vous ayez 50 salariés, 10 ou 5 000 ou 10 000, on a toujours des comptes à rendre. C'est l'état d'esprit qui est important pour moi. Et nous avons, et j'ai voulu personnellement, je crois avec le support des fonds qui conduisent la stratégie de GFI avec moi, garder cette mentalité d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat qui est tout à fait différente, même si je suis qu'un tout petit actionnaire du groupe. Cette mentalité de capacité à bouger les lignes, à innover tout en maîtrisant les risques est un sujet important et en assumant des conséquences, je dirais, personnelles de ces actions. Et ce sont des valeurs que nous partageons ou j'essaye de faire partager dans l'entreprise dans ce monde effectivement qui est bipolaire. Quel être digital êtes-vous et quel patron digital êtes-vous alors que ça change beaucoup? Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui, même si vous êtes dans un secteur technologique, restez sur la presse papier et finalement être moins féru des réseaux sociaux, ou est-ce qu'au contraire vous vous y mettez? Non, nous avons fait au niveau de GFI et on a lancé un certain nombre d'initiatives pour être de plus en plus présents sur tous les réseaux sociaux. Il est clair que, sans tomber dans des excès, je crois qu'il faut garder le contact humain. Le tout digital est quand même un sujet dangereux, mais nous investissons. Parce que la dématérialisation ou la déresponsabilisation, c'est un élément très personnel que vous pouvez avoir à travers du tout digital, a des conséquences qui sont parfois dommageables. Oui, le zapping ou l'instantanéité des réponses. L'information instantanée, pour moi, est un sujet important. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux, sur les médias, et je me force à ne pas répondre à cet élément. Le danger qu'on peut avoir, c'est d'être dans l'instantané, dans le zapping. C'est important, puisque les conséquences entre un écrit et un oral sont quand même
format très différent et c'est un peu le danger que j'y vois, que j'essaie au moins d'insuffler, c'est qu'on ne parle pas comme on écrit, même sur Twitter. Dans votre entreprise, en revanche, est-ce que l'usage de ces nouvelles technologies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la naissance des e-leaders, ceux qui savent partager, qui baignent finalement dans cet environnement nouveau? Bien sûr, nous développons, c'est quelque chose d'important qu'on favorise avec bien sûr l'utilisation de la vidéo auprès de nos clients. On a mis en place tout un plan pour être un peu différent de nos grands confrères qui ont peut-être plus de lourdeur à mettre en œuvre parfois à certain nombre de sujets. Donc nous essayons d'être très présents tout en étant assez pragmatiques et prudents sur les effets négatifs, comme tout, de ce genre d'approche. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le recrutement en ligne, l'utilisation de LinkedIn, Viadeo, de Twitter sont des sujets que nous poussons. On ne peut pas s'en passer, je pense que c'est un élément important de communication. C'est vous qui publiez directement sur les réseaux, qui faites des tweets, vous Moi, exprimez? je ne fais pas Twitter, je m'en méfie, mais on peut faire tweeter. Mais effectivement, je regarde beaucoup ce qui se passe et j'écoute. Et effectivement, on organise la communication, mais il y a des réseaux, des communautés. Nous avons beaucoup travaillé sur les communautés, puisque dans une entreprise comme la nôtre, vous avez différentes communautés, que ce soit technologiques ou métiers, avec des leaders en favorisant cette émergence. Et pour rebondir sur la question de Philippe, est-ce que vous, à titre personnel, par exemple, vous lisez plutôt sur des e-books ou sur encore des livres papier? Là, je dois avouer que je préfère le livre papier. La presse papier aussi. Non, je lis la presse quand même, non, beaucoup sur Ça tombe bien, Philippe. sur Internet. Avec nous, vous avez le choix entre les deux. Exactement. Voilà, vous êtes bimédia, ça tombe bien. Bimédia. On va finir sur cette page de publicité. Merci en tout cas Vincent Rouex de nous avoir rendu visite. Merci Philippe, votre présence. Merci à vous tous pour vos questions et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On va recevoir la semaine prochaine l'ancien patron de France Télécom, Didier Lombard. On reste dans les technologies.